On était rendu la dernière fois aux géométridés. Donc, ce que je commençais à vous dire, c'est que justement, les chenilles, on les appelle souvent des arpenteuses parce qu'ils vont bouger un peu comme ça. OK? Et puis, et géomètres aussi. Et en anglais, on les appelle les inchworms. Donc, dans tous les cas, dans plusieurs langues, les chenilles signifient justement une mesure, en tout cas en distance. Et puis, justement, ils n'ont pas de proleg, les fausses pattes, sur les segments vers la fin de l'abdomen de la chenille, comme les autres chenilles. Ils ont 4 ventouses, 4 prolegs à la fin. Donc, c'est pour ça qu'ils se mouvoient de cette manière-là. Il y a aussi plusieurs espèces au Québec, comme Eranis stillaria, il y a un stade, un sexe, en fait, les femelles parfois sont même aptères ou ont des ailes qu'on appelle vestigiales, donc très petites. Et donc, ils sortent du cocon, elles ne vont pas très loin, et c'est les mâles avec leurs antennes plumeuses qui vont détecter les phéromones et qui vont aller les accoupler. Je vais vous montrer ici un autre exemple qui est Operptera brumata ou Brucea aussi. Des belles photos de Léo-Guy de Repentigny qui a pris. Ici, on voit une espèce qui se retrouve sur le bouleau, surtout. On a 3 femelles et ici, on a le mâle. Donc, il s'agit de trouver des fois soit des cocons et d'attendre. On peut les prendre, les cocons, les prélever et on peut faire l'émergence à la maison. Des fois, c'est une manière d'avoir les femelles parce que même nous, en collection, les collectionneurs, des fois, on n'a pas beaucoup de femelles, donc c'est parfois des trucs. Ou même, j'ai déjà vu un lépidoptéris qui suivait les mâles pour trouver les femelles. Donc, ça, c'est quelque chose. Ici, j'ai une vidéo pour vous, justement, de la chenille, justement, pour vous montrer le mouvement que je parlais. On va couper le son ici. Et je vais vous amener à 26. Comme ça. Là, elle va se placer. Donc, on a les vraies pattes qui sont en avant, comme ça. Il y en a 6. Et on a les 4 ventouses à l'arrière et elles se déplacent comme ça. La plupart des chenilles de géométrie D ressemblent aussi à des bouts de bois la plupart du temps. Des fois, il y en a qui sont vertes, qui ressemblent à des petits bouts de feuilles, mais sinon, il y en a plusieurs espèces, c'est mes préférés, ceux qui ressemblent à des bouts de bois. Ils imitent même le relief du bout de bois, donc c'est assez méprendre. Puis parfois, il y en a certains qui vont avoir un petit fil accroché après les mandibules. Donc, s'il y a un oiseau qui arrive proche, qui a vu la chenille, elle peut se laisser tomber et elle va rester accrochée par un fil et après ça, elle va remonter. L'oiseau, il ne sait pas où elle est partie. C'est une belle manière aussi de la chenille d'éviter les prédateurs. Il y en a d'autres, contrairement à se camoufler en imitant une branche, ben, ils vont justement se camoufler dans les fleurs comme ça, en prenant des bouts de pétales séchés et ils vont les coller sur eux-mêmes avec des petits fils de soie. Ou parfois même, il y en a qui le font avec un exudat un petit peu plus sucré, donc ça agglomère justement les débris comme ça. Donc, des fois, si vous voyez une marguerite, ça arrive parfois, si vous êtes attentif, regardez au centre, si vous avez quelques pétales qui sont arrachés ou grignotés, vous allez peut-être voir une chenille de géomètre comme ça. Et bien oui, il y en a qui sont carnivores. Vous voyez les griffes acérées de cette chenille-là. Donc, elle ne mange pas beaucoup de la fougère ici, donc elle peut grignoter de temps en temps. Là où elle va trouver finalement ses protéines, donc on la va grignoter un peu de plante, mais ce qui l'intéresse vraiment, c'est un autre insecte. Donc, on va la voir ici arriver, je vais la mis à 54. Donc, elle est accrochée et hop, elle va dévorer la petite mouche. Donc, il y en a quelques-unes qui sont carnivores, comme celle-ci. On va la voir au ralenti, là, évidemment. Et voilà. Donc, elle a des pattes modifiées et elle a des mandibules bien acérées, ce qui lui permet de dévorer la petite mouche. On en a un carnivore au Québec, Étienne? C'est une bonne question. Je n'ai pas connaissance, en tout cas, de chenilles carnivores, de géomètres carnivores au Québec, mais ça ne serait pas surprenant. Il ne doit pas en avoir beaucoup, là, mais il doit peut-être en avoir quelques-unes. Ou sinon, dans le nord-est de l'Amérique du Nord, du moins. OK. Maintenant, pour les notodontidés, une belle famille. Ils sont colorés, en tout cas pour les chenilles, mais aussi pour les adultes quand même. Donc, ils sont caractérisés. En anglais, on les appelle des pussmottes en fait, parce qu'ils ont des poils vraiment touffus. Donc, c'est un petit peu une manière de les reconnaître, mais ils sont surtout des ailes ici qui sont bien arrondies au bout. Ils ressemblent un peu à des noctuides, mais c'est vraiment une autre famille différente.
Les chenilles peuvent produire plusieurs composés chimiques comme de l'acide formique, oui, oui, acétique et même parfois de l'acide cyanique et plusieurs autres composés pour les protéger justement, pour les rendre non digestibles ou palatable, comme ils disent en anglais, par les prédateurs et plus particulièrement par les oiseaux. Les chenilles ont aussi des tubercules ou des verrues ou des épines pour imiter le plus possible des feuilles, des bouts d'écorce. Il y a même des notodontidés qui, quand ils ont les ailes recouvertes sur le dos, ils imitent des petits bouts de bois coupés. Donc, c'est vraiment intéressant. Et les adultes ont une membrane tympanique. Donc, ils ont un petit tympan sur le métathorax. Donc, et c'est le cas pour plusieurs autres, mais tout dépendant de la famille, il va être modifié ou il va être couvert. On va le voir tantôt chez les noctuidés, une manière de les reconnaître aussi. Je voulais vous montrer les belles chenilles de Shizura. Donc, ça, c'est un beau papillon. La chenille est vraiment impressionnante. Regardez le tubercule ici. J'en ai déjà trouvé, même pas en faisant du battage. Des fois, je regarde des feuilles, je focus. Et puis, quand je vois une feuille qui est un peu bizarre, qui a une espèce de bordure brune, je regarde, puis ça m'est déjà arrivé de trouver ces chenilles-là. Donc, ils se mettent vraiment en bordure au bon endroit. Ils grignotent, ils laissent la feuille sécher, ils se mettent là, où ils vont juste visualiser, ils vont voir justement un bout de feuille qui est à peu près de la même couleur. Et là, ils vont se mettre à côté et là, ils sont super bien camouflés. Probablement, dans mes préférés, c'est ceux du genre Furcula. Furcula, pas pour rien. Regardez ici les belles furcules. Donc, c'est des appendices qui sont allongés justement à la fin de l'abdomen de la chenille. Et il y a le dodo, vous pouvez aller voir ça, qui a fait un beau vidéo de ces chenilles-là. Donc, on la voit sortir de l'œuf, même en sortant de l'œuf, elle est magnifique. Elle a des espèces de petites oreilles de chat, probablement pour ça qu'on les appelle comme ça en anglais, postmot. Et là, il va y avoir une succession de mues qui va survenir et elle va grossir. Les furcules sont toujours là et elle lève comme ça. Elle peut s'en servir pour éloigner des petits prédateurs, des fourmis, etc. Donc, plus elle va grossir, plus elle va prendre en couleur aussi. Donc, ça va l'aider à se camoufler également. Donc, elle se nourrit surtout de peupliers, en tout cas pour celle-là. Donc, des fois, quand les feuilles de peuplier sont en train de mourir, ben, la bordure, elle noircit. Donc, ce n'est pas pour rien qu'elle a un dos noir comme ça. Et puis, à la fin, ben, elle est magnifique, là. Regardez ça. Donc, et puis, ça mange beaucoup de feuilles. Pour en avoir déjà eu en élevage, ici, je vais vous montrer, la chenille grignote des bouts de brindilles et puis elle attache justement ces bouts de brindilles-là avec de la soie et elle se couvre comme ça. Elle fait son cocon. Et voilà. Et donc, c'est presque invisible. Et à l'intérieur, elle va se transformer en chrysalide et puis ainsi de suite. Et puis, ben, après ça, ben, le papillon sort, émerge tranquillement. Donc, il pousse. Ça peut prendre 1 heure, ou comme ça peut prendre quelques minutes aussi. Et voilà, il va sortir et il va étaler ses ailes. Et voilà. Des beaux vidéos qu'on trouve. Ensuite, on a la famille. Bon, là, on est entré là, vraiment dans les érébidés. Les érébidés, avant, bon, il y avait plusieurs sous-familles. Donc, les limentriinés étaient, il n'y a pas si longtemps de cela, des limentriidés. Maintenant, ça a été regroupé dans les érébidés, mais je vous les séparés. Je vous les ai séparés parce qu'ils sont intéressants. Là-dedans, évidemment, on trouve des espèces qui sont hautement invasives, comme la spongieuse. Si vous n'avez pas vu de spongieuse l'année passée, vous n'étiez probablement pas au Québec ou en Ontario, parce qu'ils étaient partout. Mais c'est une espèce qu'on retrouve qui a une distribution là, vraiment là, paléarctique. Là. Elle se retrouve un peu partout en Europe, en Amérique du Nord maintenant, en Russie. Puis dans l'Ouest, on est en train de voir arriver la spongieuse asiatique qui peut s'hybrider avec la spongieuse européenne. Il y a des travaux qui sont en train de se faire. On espère ne pas l'avoir dans l'Est, mais ça va probablement arriver pareil. Il y a plusieurs espèces qui, comme certaines espèces de géométridés, n'ont pas d'ailes, donc ils sont vestigiales. Ici, on voit une photo. Et en même temps, j'en profite, je le répète, là, ici, à chaque fois à droite, vous pouvez suivre dans le livre, dans mon livre, Les insectes du Québec, là où je me rends. Donc, je remonte vers
les pages augmentées. Donc, je remonte, là, si vous prenez votre pouce puis vous y allez, là, je suis là, le parcours du livre. Les œufs sont aussi parfois cachés dans une espèce de mousse que produit la femelle. Donc, elle a une substance, puis avec son appareil génital, elle va mousser tout ça et elle va cacher les œufs là-dedans. La mousse va durcir. La mousse peut même être agrémentée d'une plusieurs milliers de poils, ou carrément, ça peut être lorsque la femelle émerge de son cocon, qui est plein de poils, elle va pondre les œufs parfois dans le cocon ou à proximité pour les protéger des prédateurs ou des parasitoïdes aussi. Donc ici, on a une belle photo d'André Bérard, d'une femelle qui n'est pas aptère, hein, parce qu'elle a des ailes, on les voit ici, ils sont tout petits, des petits mognons. Et puis, bien poilus, puis on voit en arrière la mousse blanche qui est produite. Et regardez ici le cocon de poils. Elle vient de sortir par ici, là, la sortie, et elle s'est fait accoupler. Probablement, il y avait un mâle qui attendait déjà là, tout près du cocon, et puis elle s'est fait accoupler, et là, oups, elle va pondre ses œufs à côté aussi. On a aussi d'autres chenilles. Donc, les chenilles des limenteries nées sont vraiment jolies. Et puis, dans le genre Orgia, il y a plusieurs espèces. Les chenilles ont des espèces de pinceaux comme ça. Et selon l'apparence, on peut vraiment là, pouvoir identifier tout de suite l'espèce. Donc, on en a une ici. Regardez les beaux poils au bout. C'est vraiment comme un petit pinceau. On en a des bruns, des noirs, des jaunes, des bleus des fois. Regardez, j'en ai une prochaine à vous montrer. Elle peut avoir des poils bleus, oranges. Ils sont vraiment jolis. Et ça, on les voit surtout vers la fin de l'été. Bon, en ce moment, bientôt, mois d'août, mois de septembre. Si vous faites un petit peu de battage, donc un drap blanc, vous vous promenez, vous tapez un peu les branches, les feuilles, ça peut tomber comme ça. Ils sont vraiment jolis. Et c'est une des manières qu'on peut les récolter aussi. On continue l'élevage, on prend une chenille, on la garde en captivité, on peut la nourrir sur l'essence où on l'a trouvée, l'arbre, et puis on peut la rendre jusqu'à terme, finalement. Maintenant, une autre famille que j'aime beaucoup, les artiinés. Les artiinés sont très particuliers puisque à la fois les chenilles et les adultes peuvent produire des substances de défense. Ça peut être des alcaloïdes, ça peut être toutes sortes de molécules, tout dépendant finalement la tribu, le genre. Il y en a même qui ont des chenilles qui émettent justement des petits coléoptères comme ceux-là ici. Là. Les adultes, ils émettent des lycidés. Peut-être qu'on va les voir probablement quand on va aborder les coléoptères. Donc, il y a de l'aposématisme. L'aposématisme, c'est justement avoir des couleurs très contrastantes, pour simplifier. Là. Donc, on passe du orange à des couleurs beaucoup plus foncées. Et puis, ça invite les prédateurs à ne pas les manger aussi. Et ça signale une toxicité la plupart du temps. On a aussi du mimétisme bathésien, donc imiter la coloration de d'autres insectes qui, normalement, ne se font pas manger, entre autres les abeilles, etc. Les adultes, pour certains groupes, ont justement une glande prothoracique. Donc, ça, c'est vraiment à l'avant du thorax. Ils vont sécréter une espèce de petite substance orangée qui sent un petit peu les alcaloïdes. Ça veut dire, si vous avez déjà squishy, si on veut, écrasé des coccinelles asiatiques, là, ça sent à peu près la même chose. Donc, c'est vraiment ces substances-là, lorsque l'oiseau va attraper le papillon va produire un petit peu une petite gouttelette de cette substance-là. On va voir une photo tout de suite après. Là. Et puis, lorsque ça va atteindre le palais, il va la régurgiter en temps normal, évidemment. Ils ont aussi un organe vibratoire qui fait des ultrasons qui permet justement de communiquer entre les sexes d'une même espèce. Et il y a plusieurs études qui se font à ce niveau-là. Les chercheurs pensent même que ça aurait une fonction pour éviter certains prédateurs à voir. Et ici, là, on a plusieurs espèces, je vous en ai montré. Une qui est très jolie, qui est quand même relativement commune dans les champs de graminées, d'herbes, Gramia virgo, qui est maintenant Apanthésis virgo. Donc, elle est relativement commune. Donc, à ce temps-ci de l'année, on pourrait la trouver. Platarctia parthenos aussi, c'est une espèce qu'on trouve de temps en temps, qui est occasionnelle. Et puis, ben, la chenille des marais salants, vous voyez, là, chenille, on attrape souvent les chenilles, ils sont sur le bord des sentiers, ils se nourrissent de plusieurs plantes basses. Donc, c'est une espèce qu'on voit régulièrement.
Les sténuches de Virginie dans les champs, il y en a plein. Il y a aussi l'artide de l'Asclépiade qui se trouve que sur l'Asclépiade. Les alisidotes du carrier aussi, on les retrouve. Alisidotes du pommier, on les trouve souvent au piège gémineux. Donc, ça, c'est des captures que vous allez probablement voir régulièrement. Un autre petit vidéo d'une d'artillidée, excusez-moi. Donc, elle va sortir de l'œuf comme ça. Presque toujours, là, les chenilles sont poilues. Elles vont commencer à manger et c'est assez rapide. Et en général, les chenilles vont toujours manger, lorsqu'elles sont petites, le dessus, la première couche de feuilles. Et lorsqu'elles sont plus grosses, là, ils ont vraiment la capacité de manger la feuille au complet. Et voilà, les poils qui augmentent en densité au fur et à mesure que les mues se succèdent. Et lorsqu'elle va être prête à faire son cocon, elle va tisser la soie et les poils, lorsqu'elle va se débarrasser de son ancienne peau, comme vous voyez ici, les poils, justement, deviennent très, pas fébriles, mais très lâches. Donc, elles vont se coller, justement, sur le cocon. Là, on a la chrysalide ici. Et puis, on va avoir l'émergence du papillon dans pas très longtemps. Voilà. Donc, les artidés peuvent faire leur cocon soit au sol, mais la plupart du temps, ça va être sur les troncs, les branches. Voilà. Et ça ici, c'est une chenille, ben, en fait, le papillon Actia caja, qui est une très belle espèce qu'on peut retrouver là, au Québec, entre autres. Malgré que ça, je pense que c'est une espèce qui est européenne. Elle ressemble beaucoup à notre espèce Actia caja, que j'aime beaucoup. Très grosse, qu'on trouve à plusieurs endroits au Québec. Voilà. Regardez-moi ces contrastes-là. Attends, je vais revenir juste pour pouvoir qu'on voit bien ici, là. C'est magnifique. Et voilà. C'est bon parce que j'ai du plaisir à regarder ces vidéos-là en même temps. Et regardez ici les glandes prothoraciques. Donc, en avant, donc juste derrière la tête, on a la fameuse gouttelette qui est produite. Et ça, c'est une espèce de... En anglais, on les appelle les tiger moths pour leur patron de couleur tigrée comme ça. Donc, le voilà, le petit appareil de défense chimique. Maintenant, les catocalinés, je ne peux pas passer à côté des catocalinés. C'est des papillons qu'on capture surtout à la mielée, mais aussi au piège lumineux, là, quand même. Mais la plupart du temps, c'est fait à la mielée. Dans mon livre, vous pouvez trouver une recette. Bien, vous pouvez aussi aller dans le livre de Yves Dubuc, il y a une recette aussi de mielée. Il y en a d'autres disponibles sur l'Internet. En anglais, il l'appelle le sugaring. Et en français, c'est la mielée. Les catocalas, on les retrouve ça commence en fin juin, début juillet, et ça va s'étaler jusqu'à la fin septembre. Là, on va en retrouver beaucoup moins. Mais là, on est vraiment dans le temps optimal, là. Il fait chaud, c'est excellent. Donc, vous pouvez vous promener, je pense en avoir parlé la dernière fois, vous vous promenez et vous allez justement capturer des catocalas. Et voici un exemple de mielée. Les noctuidés, maintenant, c'est une famille très diversifiée. On en a 577 espèces au Québec. On en a beaucoup plus au Canada. Cette famille-là, il y en a quelques membres qui sont considérés comme nuisibles, comme la légionnaire uniponctuée, Mitima unipunctata. Elle peut souvent se retrouver en très grande quantité aussi sur les mielés et puis faire peur aux catocalas. Donc, ça, on n'aime pas ça. On aime moins ça, en tout cas. Il y en a d'autres qui imitent à merveille des taches de lichen. Donc, et puis, elle s'appelle la merveille verte, hein, donc ni plus ni moins. Les noctuidés, bon, c'est très diversifié. Les acroniques sont super aussi, plusieurs espèces. Je les aime parce que les chenilles, en fait, ils se font une espèce de trampoline de soie. Ils font un petit tapis et la feuille va se recroqueviller vers l'intérieur. Ils vont se faire une petite trampoline, c'est vide en dessous. Et les chenilles vont se reposer sur leur lit, leur hamac, si on veut. Et puis, sont vraiment cool à voir lorsqu'ils font ça. Évidemment, les noctuidés, dans leur rôle écologique, sont très importants pour l'alimentation de beaucoup d'animaux, de petits mammifères, mais surtout les oiseaux. Donc, c'est pour ça que c'est une famille qui est très importante. Je vous en montre quelques-uns d'autres. Là, ici, probablement un papillon qui est très commun, là, la fiancée Noctua pronuba, qu'on trouve souvent en ville, en milieu urbain. On ouvre la lumière et puis on en voit. Il y a les Feltia aerilis aussi, c'est relativement commun dans certains endroits.
Ici, Diacrisia baluca, probablement un de nos plus beaux noctuidés qu'on a. Bien évidemment, c'est subjectif. On a aussi plusieurs noctuides qui pondent. La chenille mine les tiges de quenouille. Je ne sais pas si j'aurai le temps de vous montrer ça, mais peut-être. Je vais pouvoir vous montrer une vidéo que j'ai faite aux îles de la Madeleine. Donc là, ici, voilà, Diacrisia baluca. Elle a des écailles vertes, argentées comme ça, et vraiment magnifique. Et peut-être, évidemment, c'est encore subjectif. Je vous le dis, c'est probablement la plus belle chenille de la famille. Donc, on a Cuculia interpunctata ou unipunctata ou intermédiaire. L'intermédiaire, je pense qu'elle est noire avec des points orangés. Donc, voici, c'est vraiment impressionnant. Et ça, elle est trouvable relativement. Elle va manger de la verge d'or. Donc, c'est vraiment, c'est une belle photo de Léo Guy de Repentigny aussi. Et là, ben, on tombe justement dans la séance 2. Et là, j'ai une petite minute, j'ai même 3 minutes pour vous montrer la vidéo que je voulais vous montrer. Donc, je vais arrêter le diapo ici. Je pense que je peux sortir en faisant Escape. Ouais, un petit bout de temps. Et hop, OK. Je vais vous amener ensuite, là, vu que, ouais, ça c'est pour tantôt. On devrait pouvoir le voir ici. Vous voyez tous bien? Oups, j'en vois personne. Oui. Oui, Oui. c'est bon? OK. Je démarre la vidéo. Regardez. Donc, je me promenais et puis ça, c'est une chenille d'une belle espèce. Aux îles de la Madeleine, là, ici, il y avait des quenouilles et je regardais justement à la base si je voyais un petit trou puis avec de la sciure de bois de quenouille. Là. Et puis, lorsqu'il y en avait, je tirais sur la quenouille, je l'ouvrais avec un petit couteau, puis je trouvais les chenilles justement de cette espèce-là. J'imagine que ça va se télécharger. Hmm. Ça prend pas mal de temps. Hein. Bah, bon, c'est plate. On va réessayer ça. On va aller de l'avant. OK, on revient. Mais vous avez vu au début au moins, la chenille était vraiment insérée à l'intérieur, au centre de la quenouille, puis elle mine comme ça. Donc la quenouille, vers l'extérieur, elle peut toujours vivre, mais c'est sûr qu'elle se sent probablement pas très bien d'avoir ces canaux de distribution de sève là, être dévorés petit peu par petit peu. Maintenant, on est rendu maintenant dans les diptères, ni plus ni moins. Les diptères, comme les papillons, ont un cycle vital qu'on appelle holométabole. Oups, pas trop vite. 3 grands groupes chez les diptères, les nématocères, les brachycères et les cycloraphanes. Les diptères, on les reconnaît principalement, entre autres, là, parce qu'ils ont 2 ailes, diptères, ça le dit dans le mot, et par la présence d'altères ou de balanciers, tout dépendant de ce que vous préférez. Donc, une paire d'ailes membraneuses et une paire d'altères. OK? Donc, si vous voyez un insecte avec 2 ailes, c'est probablement un diptère. Et vous voyez ici, les mouches sont évidemment bien caractérisées par des omotidies bien séparées, bien visibles. Souvent, ils ont des yeux presque hémisphériques chez certaines espèces. Donc, et puis, ben, tout le monde connaît la bonne blague sur les mouches avec le film La Mouche. Ici, je vous montre un petit peu qu'est-ce qu'on peut faire pour reconnaître les particularités, en fait, des diptères. Donc, ils vont se nourrir, comme je l'avais parlé à la première séance, ils vont se nourrir en épongeant, donc ils vont sécréter leur salive et ça va prédigérer la bouffe justement sur là où ils sont. Donc, ils vont injecter un petit peu de salive et puis ils vont sucer justement l'espèce de smoothie qui est prédigéré. Les mouches ne sont pas les insectes les plus propres sur la Terre. Donc, et puis, lorsqu'ils arrivent sur notre nourriture, ils ont souvent la mauvaise habitude d'excréter. J'avais un autre mot en tête, mais vraiment d'excréter. Et puis, c'est vraiment difficile de les tuer ou de les écarter parce qu'ils ont des espèces de Bristol qu'on appelle. Donc, c'est des soies très dures. Et puis, elles peuvent détecter des espèces de légers mouvements dans l'air très rapidement aussi. Donc, si vous sortez votre tapette à mouche, vous risquez de ne pas l'avoir
parce que les mouches, justement, ont cette particularité-là. Ils peuvent faire du 180 degrés ou en tout cas du 160 degrés. Là, ça fait en ce moment la mouche. Elle peut faire du surplace aussi. Et ça, c'est entre autres à cause de ces haltères. Donc ici, on les a. Les haltères bougent comme ça de haut en bas en contreballant avec les ailes antérieures. Et donc, on les a chez d'autres insectes qu'on va voir aussi. Puis, des fois, ils sont plus visibles, notamment chez les tipules, comme on voit ici. Et ici, je vais le mettre à 2,25 et hop, ça. Donc, regardez, les haltères leur permettent vraiment de pouvoir, c'est ce qui leur procure finalement cette espèce d'acrobatie en vol. Puis les haltères, ça leur donne aussi une bonne idée au niveau spatial, de où ils se situent. Donc, on le voyait ici, il montrait une photo justement avec la microscopie à balayage électronique. Donc, justement, à la base des haltères, ils ont des neurones, donc, qui vont justement, les neurones qui vont, excusez-moi, des nerfs qui vont se lier jusqu'aux neurones du cerveau, qui va vraiment pouvoir aider la mouche à se situer où elle est dans l'espace et comment elle peut se tourner. Donc, il y a vraiment beaucoup de nerfs qui sont liés à ça. Et puis, ces haltères-là lui permettent aussi de faire des moves, comme on dit, qui sont de signature, comme l'espèce d'atterrissage à l'envers sur un plafond. Et les scientifiques, là, ils ont déjà essayé des expérimentations. Lorsqu'ils enlèvent les haltères, c'est ça qui arrive. Donc, la mouche est complètement désorientée. Donc, avec des petites expérimentations comme ça nous permet un peu mieux de comprendre justement leur utilité. Vous voyez, elle est un peu perdue. Elle fait un backflip vers l'arrière et elle va se cogner. Donc, l'utilité de ces haltères-là est vraiment très importante. Donc, vous voyez un atterrissage sur le plafond comme ça. Et pourquoi elles sont capables justement de marcher à l'envers? Bien, elles ont des espèces de petites ventouses à la base des pattes, donc des puvili, qui d'ailleurs sécrètent une substance, OK, qui fait vraiment comme une ventouse, donc mouillée. Donc, ça leur permet de pouvoir marcher sur plusieurs surfaces très lisses. Donc, c'est un peu, c'est similaire au gecko, mais ce n'est pas pareil. OK? Donc, parce qu'ils vont produire ce petit liquide-là. Voilà, pour les mouches en général. Et on va changer. Le cycle vital de la mouche, ici, je vous ai mis la mouche solde noire, qui est une espèce qui est de plus en plus élevée en ce moment dans l'industrie. Donc, on commence évidemment, comme plusieurs insectes, avec des œufs. Les larves vont grandir en muant. Donc, on peut avoir différents stades. Ici, les mouches, en général, se développent très rapidement. En général, je dis beaucoup d'espèces qui se développent très rapidement. 35 jours, c'est rapide. Le stade larvaire, en 10 à 15 jours, il est rendu, donc c'est assez intéressant. Dans le cas de la mouche solde noire, il va avoir une prépupe et ensuite une pupe. Donc, la chrysalide qu'on a compris là, chez les lépidoptères, on l'appelle la pupe chez les diptères parce qu'elle est différente justement de celle des autres insectes. Okay? Et la pupe, justement, est souvent très ovale, très cylindrique aussi. Donc, et puis à la fin, émergent de la pupe, ben, on va avoir l'adulte, l'imago. Et puis, chez certaines espèces qu'on va voir tantôt, notamment les califoridés, le développement est très rapide. Donc, vous voyez ici la pupe qui est très ronde, très ovale. Les segments sont bien emboîtés un dans l'autre, et ainsi de suite. Donc, on a les œufs, les petites larves, la pupe, sort de la pupe, la mouche. Je ne vous ai pas vous montrer une vidéo de ça, mais souvent, les mouches, ils vont sortir de la pupe en gonflant leur face. Donc, ils vont injecter du liquide dans leur face. Ça va faire popper, ça va faire ouvrir le capot de la pupe et de là va sortir l'adulte comme ça. C'est assez intéressant à voir. J'ai regroupé toutes les espèces qu'on appelle les gros maringouins qu'on voit parfois, les Tipuloidea, si vous voulez faire intéressant à un cocktail. Donc, les Tipuloidea englobent plusieurs familles, dont les Tipulidés, Cylindrotomidés, Limoniidés, Ticoptéridés et les Pédicidés. Donc, tous ces gros maringouins-là qu'on appelle là, qu'on va retrouver, qui vont être attirés la nuit à notre petite lumière incandescente jaune ou même aux pièges lumineux, font partie de cette super famille-là.
Les larves ont plusieurs intérêts au niveau de leur substrat. Donc, chez les pédicidés, donc c'est des gros, c'est aussi, ils sont aussi gros que ceux qu'on peut, comme Tipula abdominalis, là. Donc, les larves vont être aquatiques pour les pédicidés. La plupart vont se nourrir dans le bois, la matière en décomposition, le sol. Il y a beaucoup d'espèces, justement, qui vont manger des racines, donc qui vont être considérées assez nuisibles pour plusieurs cultures. Surtout pour la culture des grains. Les grains vont moisir parfois même sur le sol de la culture et il y a ces larves-là qui vont venir et puis ils peuvent faire quand même des dommages assez importants parfois. Ici, je vous en montre une autre. Donc, les limoniidés, on les voit encore plus souvent. Et une espèce sur laquelle j'apporte votre attention, Quinoea valga, qui est une espèce aptère, qui en fait est la fameuse mouche des neiges. Donc, dans le nom, ça le dit, là, elle va marcher justement, elle, pendant l'hiver. Donc, les journées entre 0 et 5 degrés, on peut la voir marcher sur la neige et elle va chercher justement des terriers de petits mammifères et elle va cibler justement les excréments qui sont excrétés par ces petits mammifères-là. Elle va pondre des œufs à l'intérieur, les larves vont se développer. C'est vraiment intéressant. Les petits Petitcopteridés sont tellement le fun aussi. Vous allez les voir voler dans quelques instants. Les renflements sur les pattes, sur les tarses ici, sur le basitarsis, en fait, donc au bout des pattes comme ça, est vide. Et donc, il y a une circulation d'air qui se fait. Ils vont prendre des petites brises et ils vont pouvoir voler comme ça. Ils ont des petites ailes par rapport à leur corps, c'est vraiment impressionnant. Et ils ne vont pas voler comme on l'entend de l'avant. Ils vont vraiment voler de haut en bas. J'arrête de parler, vous allez voir, c'est vraiment intéressant. Ici, on a justement une larve aquatique de tipule. On les reconnaît entre autres la tête, elle est là, ici. Elle n'est pas là. Donc, on les reconnaît souvent justement avec les derniers segments, l'appareil génital à la fin. Ici, une vidéo prise par Peter Murray. Donc, en hiver, vous allez voir la petite Quinoea marcher sur la neige. Donc, si vous voyez ça, comment elle fait? Elle sécrète du liquide, du glycogène. C'est un liquide qui est antigel, qui va empêcher ces cellules, justement, d'éclater avec le gel sur la neige, donc à des températures froides comme ça. Évidemment, elle ne va pas sortir à des moins 15 et des moins 20, mais lorsqu'il y a des redoux, c'est là qu'on les voit. Maintenant, les petits Petitcopteridés, regardez ça. Je ne sais pas si vous allez bien les voir, mais je vous ai mis là, au moins la personne qui a pris la vidéo a mis sa caméra droite et ne bouge pas. Donc, vous les voyez voler de haut en bas comme ça. Et justement, ils vont prendre la brise et ils vont voler avec peu d'effort. Des fois, je les vois voler, ils se dirigent vers nous, vers notre visage. C'est assez impressionnant. Et puis, étant donné qu'ils sont noirs et blancs comme ça, zébrés finalement, quasiment, c'est pour ça qu'on les appelle les Phantom Fly aussi. Ils sont assez illusifs, un petit peu encore. Donc, on a des mâles qui sont en train de pourchasser des femelles, je pense, sont en train de faire la petite parade. Donc, on les retrouve surtout dans les milieux humides. Donc, vous voyez, il y a un ruisseau. Et il faut que ça soit à l'ombre. Ils ne vont pas aller au soleil. Donc, si vous allez à l'ombre, vous allez peut-être en voir. Vraiment beau à voir leur petite parade. Voilà. Maintenant, les chironomidés et les chaoboridés. Vous connaissez probablement les chironomidés, mais pas de ce nom-là. En anglais, on les appelle les midges. Ils vont souvent faire des tornades de vol nuptial, donc vraiment des essaims. J'allais à Contrecœur pour le congrès de la LAQ il y a 2 semaines, je pense, de cela. Et puis, quand je roulais sur la 30, je voyais au-dessus, au crépuscule, je voyais des tornades au-dessus. Et puis, mon pare-brise, il y avait beaucoup d'impact, justement. J'évitais de faire aller les wipers pour ne pas beurrer tout mon pare-brise. Donc, ils vont faire justement ces grandes parades, ces tornades nuptiales-là. Ici, 2 espèces qu'on retrouve qui sont très grandes, mais il y a beaucoup, beaucoup d'espèces. Regardez ici, 798 espèces au Canada. Donc, c'est très diversifié.
Une famille qu'on retrouve et qui ressemble beaucoup aux chironomidés, mais qu'on retrouve aussi en milieu aquatique, entre autres, les Chaoboridés. Chaoborus, c'est une espèce qui est aquatique, mais qui est aussi exotique. Donc, ceux qui travaillent dans les lacs, en ichtyologie, entre autres, avec les poissons, connaissent bien Chaoborus. Je vais vous montrer des vidéos. Là, j'oublie presque de vous parler de la particularité des chironomidés. En anglais, on les appelle les bloodworms. Donc, ils ont l'unique capacité, finalement, de transporter, d'avoir un transporteur d'oxygène, donc dans leur corps, qui est l'hémoglobine. OK? Donc, une sorte spéciale d'hémoglobine, pas exactement la même que la nôtre, et c'est pour ça, justement, qu'ils ont une coloration rouge. Et toute cette famille-là va justement se retrouver surtout dans le substrat, donc au fond des lacs. Et lorsque les larves sont prêtes, elles vont monter à la surface et c'est là souvent que les poissons vont les manger. Donc, très important pour l'alimentation des poissons et de tous les autres insectes et le reste de la chaîne alimentaire également. Les chaoboridés aussi sont une bonne source de nourriture. Ici, ce qui est particulier avec les larves de Chaoboridés, c'est qu'ils ont tout un appareil buccal qui leur permet de capturer des fameux copépodes. C'est quoi ça? Ça fait partie du zooplancton. Le zooplancton, c'est tous les petits crustacés, les invertébrés qui se retrouvent dans la colonne d'eau, en suspension dans l'eau. Donc, on voit un peu son appareil ici en avant et vous allez le voir en action. Regardez, et hop, il va ouvrir des soies avec ses deux appendices, même quatre appendices quasiment, et il va le ramener vers sa bouche et il va manger. Ici, on a une petite Daphnie, comme ça. Maintenant, le bloodworm, ici, la larve de chironomidés, je vous en montre, elle gigote très bien. Et ce qui est spécial avec ces larves-là, c'est qu'ils ont des espèces de petits bras sur les côtés vers l'avant. Ils vont s'en servir pour se nourrir, entre autres. Et parfois, pour manger d'autres larves. Donc ici, on a en pleine action du cannibalisme. On en a une qui, justement, qui est moins rouge que l'autre. Donc, ça peut arriver des fois même à l'intérieur d'une même espèce. Voilà, on voit les petits bras ici en avant, qui sont bien étalés. Ça lui sert, entre autres, à tenir sa proie. Voilà pour ça. Donc, ça, on avait les chironomidés et les chaoboridés. Et là, ici, un petit vidéo, justement, de leur vol nuptial. Je ne sais pas si vous allez le voir. Je vais avancer la vidéo. On le voit un petit peu mieux ici. Donc, ça se retrouve en ce moment, en fait. C'est en ce moment que les vols nuptiaux, les tornades de chironomides sont en action. Donc, on voit là, ça vole de partout comme ça et ils vont faire des espèces de tourbillons, soit au-dessus des lacs, au-dessus des routes, ça peut être un peu partout. Et puis, les gens qui ont des bateaux dans les marinas connaissent bien justement ces petits insectes-là. C'est assez impressionnant, la quantité. Donc, on a vraiment, c'est pour ça qu'ils sont si importants, entre autres pour la chaîne alimentaire, les autres animaux, parce qu'il y a une grande migration de masse, de biomasse du milieu aquatique jusqu'au milieu terrestre. Les chironomides en font partie de ce transfert de biomasse-là, ce flux d'énergie, si on veut, là, vers les habitats terrestres également. Les simuléidés, vous les connaissez probablement sous le nom de mouches noires. OK? Donc, c'est ceux qui vont vous prendre un petit repas sanguin. Ils vont utiliser la même technique que les mouches à chevreuil. Ils vont utiliser leur mandibule pour faire une petite cisaille dans votre épiderme. Ils vont sécréter une enzyme qui va permettre de digérer, en tout cas empêcher la coagulation du sang et ils vont pouvoir aspirer le sang et l'éponger aussi. Les mâles, on peut les reconnaître parce qu'ils ont des yeux qui se touchent justement ici comme ça, on voit. Et les femelles, les yeux ne se touchent pas. Donc, c'est les femelles qui vont prendre un repas sanguin. Les mâles, des mouches qui prélèvent du sang, les mâles n'en prélèvent pas finalement, ils vont chercher plutôt du nectar. Et les mouches noires, eux, les femelles vont principalement pondre. Les larves, en fait, vont se retrouver dans les plans d'eau à courant, donc les ruisseaux, les rivières. Les femelles vont soit atterrir sur une roche, pondre des œufs, ou soit carrément les déposer en vol. Les larves, ensuite, ont des petits crochets sur lesquels ils vont s'en servir justement pour rester accrochés
sur les roches, sur le substrat, sur des plantes aquatiques. Et ils vont avoir des petites fans, des espèces d'appendices qui vont leur permettre d'aller chercher les détritus, donc toute la matière en suspension, les algues qui se retrouvent en suspension dans l'eau. Donc, ils font comme une espèce de grand filet, ils vont ramener ça à la bouche ensuite. Donc, ils sont à la fois détritivores, herbivores, puis parfois, ben, ils vont peut-être attraper certains petits invertébrés, puis ils vont les manger aussi. Étant donné qu'ils se retrouvent dans les ruisseaux, dans les plans d'eau à courant, ils vont être sensibles à la pollution. Donc, c'est souvent pour ça que proche en milieu urbain, on n'en voit pas tant que ça. Donc, c'est plus quand on va dans les Laurentides, dans la Naudière, donc à l'extérieur des grandes villes où on va voir, entre autres, et là, j'oublie ceux qui vivent plus au nord, évidemment, sur la côte nord, etc., en Gaspésie aussi. Ça prend une eau bien oxygénée à courant pour pouvoir avoir des mouches noires. Ici, j'ai un petit vidéo qui vous montre justement les mouches noires. On va enlever le son ici. Donc, vous voyez, ils sont accrochés par des crochets. C'est assez solide, c'est surprenant. Et je ne sais pas si vous voyez, vous avez deux petits appendices qui vont les aider justement à filtrer et ils vont ramener ça à la bouche. On dirait quasiment qu'elle se punch, mais c'est vraiment une méthode pour se nourrir. Ouais, elle fait pas mal. De nos retours à nos petites larves. Donc, sur les roches comme ça, si vous voyez des petits trucs bouger très rapidement, si vous faites de la pêche à la mouche, si vous pêchez à la truite, si vous voyez ces larves-là, ça veut dire que c'est peut-être un bon endroit pour pêcher. Vous allez avoir du poisson peut-être. Mais vous allez peut-être vous faire piquer dans quelques semaines aussi. Maintenant, les culicidés, les fameux moustiques. Encore une fois, les mâles ne piquent pas. Ce sont juste les femelles qui, et là j'ai dit pique, c'est une erreur, on devrait plutôt dire mordre, parce que c'est avec leurs pièces buccales qu'ils vont prélever un sang, pas avec un dard. Donc, on devrait dire mordre. C'est probablement les animaux les plus meurtriers sur la planète. Vous le savez peut-être pourquoi, parce qu'ils sont vecteurs de plusieurs maladies, la chikungunya, la fièvre jaune, la malaria, et j'en passe, le Zika, le virus du Nil, et la liste s'allonge presque à chaque année. Les larves sont très importantes toutefois pour la filtration justement des détritus, excusez-moi, et des algues en suspension. Donc, ce qui se passe, c'est qu'ils vont justement, eux, contrairement aux mouches noires, ils vont être en suspension dans l'eau. C'est pour ça qu'on ne les retrouve pas, les moustiques, dans des plans d'eau à courant, à débit. Ils vont vraiment se retrouver dans l'eau stagnante. Donc, c'est pour ça qu'ils vous disent, si vous ne voulez pas avoir de moustiques sur votre terrain, vous pouvez faire des choses. Vous pouvez enlever les flaques d'eau, vous pouvez enlever les seaux d'eau, les pneus, etc., qui se retrouvent parce que les moustiques peuvent aller, ils ont juste besoin d'un petit peu d'eau, ils peuvent pondre et les larves vont se développer. Chose intéressante, vous le savez peut-être, les moustiques détectent leur proie, si on veut, leur prochain repas, notamment avec le dégagement de CO2, la chaleur qu'on va produire, mais aussi tout un cocktail d'odeurs. OK? C'est sûr qu'on va de temps en temps, si on est O positif ou négatif, on peut plus se faire piquer. Malheureusement, ça n'a pas été tant prouvé au niveau scientifique, cette hypothèse-là. Il y a des scientifiques qui ont vu une différence, il y en a d'autres qui n'ont pas particulièrement vu une différence, donc encore en suspens pour la chose. Et les mâles, hein, vous voyez, regardez, ils ont justement on peut les reconnaître, entre autres, avec cet appendice-là, donc une modification des pièces buccales ici. Donc, vraiment, quasiment comme une petite plume, et les antennes sont aussi beaucoup plus plumeuses. On a des gros moustiques, comme Anopheles punctipenis. Donc, si vous voyez un gros moustique arriver, c'est peut-être celui-là. Évidemment, on a des moustiques qui viennent d'ailleurs, comme Aedes japonicus. Je pense que le prochain vidéo s'en est. Donc, je vais vous montrer. Avant, je vous montre l'aspect filtreur de la larve. Donc, ils ont, un peu comme les mouches noires, ils ont un appareil, justement, une espèce de fan, et on le voit, il y a une petite particule qui est rentrée. Donc, ils sont comme ça, ils peuvent bouger, ils ont souvent des poils, et hop, ça rentre en dedans. Je pense que c'est un GIF, ça recommence à chaque fois. Et donc, ils sont très utiles pour l'alimentation des amphibiens, des poissons, etc. Malheureusement, de plus en plus, on fait l'épandage un peu trop sauvage de biopesticides comme le BTI dans plusieurs cours d'eau au Québec. Et puis, ça a un effet, ça a une répercussion sur le reste de la chaîne alimentaire, de la chaîne trophique. Donc, un sujet à débat peut-être un jour.
Ici, je vous montre une image de Aedes aegypti, je pense. Je pense que ce n'est pas Japonicus. Et voilà. Donc, on a les larves. On voit bien le siphon anal qu'ils ont. Donc, ils vont respirer comme ça. Donc, ils vont absorber de l'oxygène. Là, on voit justement le moustique piqué, donc insérer ses pièces buccales dans la peau. Donc, ils ont d'abord un labium ici. Donc, c'est une espèce de gaine qui va protéger le reste des pièces buccales, comme les maxilles. Donc, voilà, le labium. Je vais laisser la vidéo aller. Donc, ici, on voit bien, ils ont séparé le reste des pièces buccales du labium. Donc, c'est vraiment ça qui va être inséré. Ensuite, on a cette partie-là qui est munie je pense que c'est les maxilles qui sont munies justement d'un petit scie qui va permettre de faire son chemin dans la peau. On a cette autre partie-là qui va permettre au stylet qui est à l'intérieur, donc ça va écarter le trou pour pouvoir permettre au stylet d'aller à l'intérieur. Du stylet va être, justement, ici on a l'autre partie, du stylet va être injecté justement des enzymes, des anticoagulants et entre autres, un petit cocktail de molécules qui va malheureusement, c'est ça qui fait en sorte qu'on a les espèces de petits monticules sur notre peau d'une réaction cutanée. C'est pour ça que ça gratte après. C'est à cause de ce cocktail-là qui vient entre autres des glandes salivaires du moustique. Et puis lorsque la femelle consomme le sang comme ça, il a un petit appareil filtreur. On l'a vu rapidement là, ici, et hop, il rejette une petite gouttelette. Donc, pour avoir le plus de protéines possible provenant du sang, ils vont filtrer l'eau du sang, imaginez. Donc, elle va pouvoir avoir vraiment le plus possible d'un repas sanguin. Et ensuite, se poursuit le travail du moustique. Donc, si je l'expliquais tantôt, c'est pour ça qu'on a le petit monticule. Elle va retirer tranquillement et puis elle va partir. Vraiment, là, les moustiques, les femelles, et comme les tabanidés, les mouches à chevreuil, les mouches à cheval, les mouches noires et compagnie, les brûlots, les femelles n'ont pas absolument besoin d'un repas sanguin. Le repas sanguin, ça va améliorer justement la production d'œufs, ça va améliorer aussi la survie des futurs œufs. OK? Donc, c'est pour ça qu'on retrouve beaucoup de moustiques parce qu'ils n'ont pas nécessairement besoin justement d'un repas sanguin. Et voilà les larves à la fin. Donc, c'est intéressant, on voit vraiment l'intérieur. Je vous encourage à aller voir cette chaîne-là. Ça s'appelle Deep Look. C'est vraiment génial. Ils font beaucoup de vidéos sur les insectes. C'est surprenant à croire qu'ils ont probablement un entomologiste dans leur équipe. Maintenant, les tabanidés, je l'ai évoqué un petit peu tantôt. Les tabanidés aussi, ils prélèvent un repas sanguin, mais ils ne sont pas obligés. Les mâles, comme les moustiques, ne prélèvent pas de sang. Ils vont nectariser plutôt, justement, au niveau des fleurs. Les larves, encore une fois, sont aquatiques, mais ils peuvent être dans plusieurs milieux, entre autres stagnants, parfois un peu à débit, mais pas trop. Ils vont surtout manger des détritus, donc tout ça, et puis vraiment un large éventail de détritus dans le sol, parfois un petit peu de matériel végétal. Et puis leurs yeux sont vraiment fantastiques. Ils ont toute une particularité. Et là, je vais vous en montrer une très belle photo dans quelques instants. Ici, d'abord, je vous montre là, les plus gros tabanidés du Québec, Tabanus catenatus et Tabanus atratus. Donc, ils font presque 2 cm de long chaque. Les mouches à chevreuil sont plus intéressées à la partie, si on veut, aérienne, donc le haut du corps. Donc, ils vont en nature tourner autour des têtes des chevreuils. Puis nous, en nature, ils vont tourner autour de notre tête, le cou, les épaules, les oreilles, le front, etc. Tandis que les tabanidés plus gros, entre autres comme les genres Tabanus ou Ibomitra, etc., eux vont plus être intéressés aux pattes, donc aux jambes, aux cuisses, donc au bas du tronc. C'est pour ça, lorsque je suis déjà allé dans l'Arctique, et puis on voit souvent arriver très lentement les tabanidés, les plus gros tabanidés, et ils vont toujours au niveau, moi, ils allaient toujours au niveau de mes hanches ou de mes cuisses, des fois au niveau de mes mollets, de mes chevilles, et puis c'était assez facile s'en débarrasser. Ici, je vous montre une magnifique vidéo qui montre très bien les yeux des mouches à chevreuil, des mouches à cheval aussi. C'est magnifique, ils ont toutes sortes de couleurs.
Les yeux, ils ne sont pas comme ça pour rien, ils ont plusieurs fonctionnalités. Ça leur permet, il y a une polarisation justement de la lumière à travers les omatidies des yeux des tabanidés qui leur permet de détecter les plans d'eau. Donc, la lumière qui est reflétée des plans d'eau, elle est différente de celle qui est reflétée directement du soleil ou de d'autres substrats comme des feuilles, comme de la terre. Il y a une autre partie des yeux qui permet de détecter les objets en mouvement, les objets brillants. Donc, si vous voulez éviter de vous faire mordre par des mouches à chevreuil ou des mouches à cheval, évitez de porter des vêtements noirs, sombres, évitez de porter des vêtements qui sont brillants, donc laissez le suit en cuir shiny à la maison et portez plus des vêtements qui sont gris, vert, kaki, pâle, pas trop pâle parce que ça va les attirer. Et si vous voulez vraiment les confondre, alors portez des vêtements zébrés. Les rainures zébrées des zèbres, ni plus ni moins, ont démontré que scientifiquement, justement, qui mélangeaient, qui confondaient justement la vision, l'appréhension spatiale des mouches. Donc, ils avaient de la misère à atterrir sur des rainures, donc des patrons zébrés en mosaïque. Et ici, je vais vous montrer la prochaine, les magnifiques yeux. Ça prend des très bonnes photos pour ceux qui sont intéressés à faire de la macrophotographie des yeux. Je vous encourage vraiment. Vous pouvez souvent le matin, c'est beaucoup plus facile de les approcher et puis avoir un bon angle de la lumière. C'est là où vous allez voir toutes les couleurs se développer très bien. On a un petit peu de saturation de couleur quand même dans cette photo-là, mais ça ne nous dérange pas. Les stratiomiidés maintenant, une famille que je ne peux pas non plus m'empêcher de vous parler. Vous allez le voir bientôt. Les larves sont principalement détritivores et ils vont manger, se nourrir, s'alimenter d'une vraiment une large variété de substrats. La plus populaire d'entre eux, c'est probablement la mouche soldat noire, Hermesia elucens, qui est utilisée en ce moment dans l'industrie de la production d'insectes, qui est, je pense, l'espèce d'insecte qui a le plus le vent dans les voiles en ce moment, puisqu'on s'en sert pour la valorisation, le surcyclage des matières résiduelles organiques. On va le voir dans quelques instants. La plupart des adultes de ces mouches-là, entre autres les ondotominées, ici, vont surtout être observés aux fleurs. Donc, c'est des très bons pollinisateurs aussi, donc cette sous-famille-là des Stratiomiidae. Ici, un petit peu d'amusement. Donc, évidemment, on les élève en industrie. Antosystème, qui est une compagnie jeune, mais qui grandit à vitesse grand V en ce moment dans la région de Sherbrooke et de Drummondville, est en train de construire une usine pilote qui va produire des dizaines et des dizaines de tonnes de larves de mouches soldats noirs. Et pour vous donner une idée, je vous donne ici un petit time-lapse de quelqu'un qui a, pour le fun, mis une pointe à pizza et pour vous donner une idée de la vitesse. Et puis aussi parce que la pointe de pizza fait un peu du surf sur l'espèce de vague de mouches soldats noirs, de larves. Donc ici, on a des larves et très rapidement, vous voyez, ils vont manger justement la pizza. Normalement, elle va se développer dans un substrat. On ne va pas voir les larves. Et puis, c'est surprenant, en l'espace de 24 heures, il y a des poissons, des carcasses d'animaux peuvent totalement être anéanties, décortiquées. Et puis même avec les excréments des larves, on peut produire un fertilisant qui est très intéressant, un fumier de larves de mouches de noir. Donc voilà, bon, c'est bon. Je pense que les larves aiment moins le fromage parce qu'ils restent, ils aiment souvent ça, faire une petite croûte comme ça, même avec d'autres aliments. En anglais, on les appelle souvent des phoenix worms aussi, pour ceux que ça leur dit quelque chose. Les acrocéridés, une famille de mouches qui ont des petites têtes puis des corps trapus. C'est pour ça qu'en anglais, on les appelle les small-headed flies. Ça dit ce que ça dit. Ils sont super intéressantes, ces mouches-là, au niveau de leur comportement et de leur biologie. Et ils sont des endoparasites d'araignées. Donc, le plus loin qu'on sait, c'est que presque toutes les espèces des acrocéridés sont des endoparasites d'araignées. Et donc, une des plus fréquentes manières, finalement, d'avoir
des spécimens de cette famille de mouches-là, c'est de collecter finalement des araignées, de les laisser dans des pots avec des proies, puis peut-être qu'il va y avoir une mouche de cette famille-là qui va sortir. La plus grosse espèce qu'on peut retrouver au Québec, c'est Pterodontia flavipes, qui a un comportement absolument flyé, c'est le cas de le dire, puisque pour pondre des œufs, donc il faut qu'ils trouvent ces araignées-là. Et ils ne vont pas chercher les araignées. Ce qu'ils vont faire, c'est que, et cette espèce-là particulièrement, va voler, va faire du surplace juste à côté, en face d'une écorce d'un arbre ou d'une plus grosse branche, et elle va catapulter ses œufs sur l'écorce. Et là, évidemment, il y a un petit liquide collant, donc ça va permettre aux œufs de coller à la surface. Lorsqu'il y a une araignée qui va passer, donc ce qui est particulier avec ces œufs-là, c'est qu'on les appelle des planidiums. Donc, c'est le premier stade. Et ce qu'ils vont faire, c'est que le premier stade larvaire va être très mobile. Donc là, les œufs sont déposés sur l'écorce, la petite larve elle bouge très rapidement. Il y a une araignée qui passe par là. La petite larve va grimper, hop, et elle va prendre une ride, elle va prendre le taxi sur l'araignée. La petite larve va s'immiscer dans des jointures, là où la carapace de l'araignée est plus tendre finalement, vont peut-être même aller jusqu'au poumon. Donc, ils ont en anglais, on appelle les book lungs. Donc, c'est l'espace justement où l'air peut rentrer, où il y a justement le transfert d'oxygène. Donc, ils peuvent aller s'immiscer à cet endroit-là aussi et ils vont se développer justement à l'intérieur de l'araignée. Lorsque elle est rentrée à l'intérieur, le stade mobile change et devient beaucoup plus sédentaire. C'est pour ça qu'on appelle ça une hypermétamorphose. On a un premier stade qui est très mobile et ensuite plus sédentaire. On voit ça chez d'autres espèces d'insectes aussi. La larve va se développer dans l'araignée, va se nourrir des fluides qui ne sont pas trop essentiels à l'araignée. Et lorsque l'araignée va arriver à sa maturité, c'est là que la larve, justement, va dévorer de l'intérieur les organes vitaux de son hôte, l'araignée. Et elle va sortir, soit par l'abdomen ou soit par un interstice. Et là, elle va faire sa pupaison dans le sol ou à un autre endroit. Donc, biologie vraiment intéressante. Ici, à défaut de les catapulter sur l'écorce, il y a d'autres espèces comme les octodes qui vont justement juste les coller comme ça. Donc, on a une femelle ici avec son petit organe, elle les met, elle les place bien. Et lorsqu'il y a une araignée qui va monter la brindille, elle va se faire infecter par des petits planidiums d'Acrocéridés. Une autre famille de mouches qui catapultent ses œufs, on va le voir, c'est les bombilidés ou les mouches fleurs, si on veut, ou les mouches abeilles. Je préfère les appeler les bombiles ou les bombiliidés. Les adultes font du mimétisme bathésien. Donc, ils imitent finalement la coloration, les poils, la morphologie, si on veut, des abeilles ou même des guêpes parfois. Ils vont s'alimenter à l'état adulte de nectar. Donc, on les voit souvent aux fleurs et on les aperçoit souvent aussi au printemps. Parfois même dans les sablières, on va voir des espèces communes comme Bombilius major. Et puis, ils vont nectariser comme ça sur les fleurs. Ils ont une espèce de proboscis allongé, un peu comme un moustique, mais ça ne pique pas, inquiétez-vous pas. Ça prélève, c'est seulement un appareil buccal qui est destiné à prélever du nectar. Les larves sont ectoparasites, donc ecto à l'extérieur du corps, endoparasites, un peu comme les acrocéridés, ou kleptoparasites. Klepto qui veut dire voler. Donc, les larves vont voler la nourriture de d'autres insectes dans un nid, dans un terrier, par exemple. Et puis, comme je disais, il y a certaines espèces qui vont faire du catapulting, donc carrément des bombardiers d'œufs comme ça dans des terriers d'abeilles ou de guêpes. Ce qu'on voit le plus souvent, c'est des espèces de bombilius comme celui-là. Et puis, ils ont un appareil, justement, qui leur permet, une espèce de petit vroom-vroom à la base de l'abdomen qui leur permet de bien mettre les œufs à la bonne place. Donc, elle a probablement ici, la femelle, ciblé un terrier d'abeilles qui n'était pas très loin. Les œufs, qui sont très mobiles, vont se diriger vers le terrier et ils vont manger le pollen et le nectar des abeilles sauvages qui nichent dans le sol. Donc, c'est assez intéressant. Ici, même chose. Donc, on a un
catapulting d'œufs. On ne verra pas les œufs malheureusement, mais vous voyez, et hop, tout simplement comme ça, elle va aller à la base, elle va déposer ses œufs. Donc, la femelle ici elle fait du surplace et elle est en train de cibler un terrier d'une abeille sauvage. Parfois, ils vont juste faire du surplace, du vol de surplace, et elle va catapulter sans s'approcher proche de la terre. Elle va les catapulter de haut. Donc, il faut pouvoir bien viser quand même. Maintenant, les asilidés, une autre famille de mouches qui fait du mimétisme bathésien. Donc, ils imitent les abeilles, ils vont imiter certaines guêpes. Vous le voyez ici, là, le genre Lafria est très commun. Souvent, on a des gens qui vont publier des photos. Ils pensent que c'est des bourdons, mais il s'agit de regarder un peu, premièrement, de compter le nombre d'ailes, ça aide, mais aussi de regarder vraiment la tête, les pièces buccales qui sont faites en stylet, comme ça. Donc, ils sont des prédateurs, à la fois à l'état adulte comme à l'état larvaire. Les mouches, ils vont se stationner sur des promontoires, des brindilles, des écorces. Et puis, avec leurs yeux sur le côté comme ça, qui prennent beaucoup de place, ils vont scruter l'espace aérien. Et lorsqu'un insecte va passer à côté, ils vont se diriger, ils vont l'attraper avec leurs pattes et ils vont injecter, premièrement, leur stylet dedans. Ils vont injecter d'abord une substance paralysante et ensuite un cocktail d'enzymes qui va digérer de l'intérieur l'insecte. Une fois que c'est fait, ils vont aspirer comme un smoothie le jus de l'intérieur et le reste, la carapace, ils vont le rejeter par terre. Et les larves aussi sont prédatrices, mais ils vont le faire principalement dans la matière organique, donc dans les chips de bois, dans le sol, à la base des plantes graminées parfois. Des fois, j'ai déjà vu des asilidés, des femelles, là, pondre dans des épis de graminées. Donc, c'est assez intéressant. Ici, un petit close-up justement de ces magnifiques mouches-là. Donc, regardez, on a une femelle. Pourquoi? Regardez l'ovipositeur. Ovi pour F, positeur, vous comprenez, hein? Donc, c'est un appareil génital qui permet vraiment d'insérer les œufs au bon endroit. Donc, cette espèce-là, les femelles cherchent probablement à insérer leurs œufs soit dans des mottes de graminées ou dans des épis, justement, pour bien les insérer, pour bien qu'ils soient cachés de la chaleur des prédateurs. On voit bien le stylet ici. Donc, c'est des pièces buccales en stylet, mais courtes, beaucoup plus courtes que proportionnellement hein, aux moustiques, mais ils sont très sclérotinisés, très durs. Ça leur permet de percer justement la peau. On voit tous les beaux yeux comme ça qui sont grands, qui leur permettent de cibler des proies plus facilement. Des griffes très acérées qui leur permettent d'attraper et de garder leur proie. On va le voir de côté, maintenant comme ça. Et voilà, on revient un peu sur la respiration. Lorsqu'ils vont bouger leur abdomen comme ça va faire entrer de l'oxygène à l'intérieur et pouvoir oxygéner les organes. Et voilà. Prochaine famille, les syrphidés, les mouches à fleurs. On pensait faire probablement un essaim des syrphidés. Ça va peut-être venir l'année prochaine. On a des très beaux ouvrages maintenant sur cette famille-là qui était très difficile à identifier auparavant, mais qui est maintenant beaucoup mieux connue à cause, entre autres, du guide des syrphidés du nord-est de l'Amérique du Nord qui a été publié par notre ami ontarien Jeff Cavington de la Collection nationale du Canada il y a quelques années. Donc, je vous encourage à aller vous procurer ce guide-là. Il y a une clé aussi qui est en ligne. 3 sous-familles chez les syrphidés. Les érystalinés, eux, ont des larves qui sont détritivores, saprophage, c'est détritus. Une autre sous-famille qui est les syrphinés, qui, elle, est aphidiphage. Ça veut dire quoi? C'est qu'ils mangent des pucerons. Donc, très utile pour la lutte biologique en culture, en serre aussi. Les larves, ils sont des très bons prédateurs des pucerons. Ils vont vider des colonies entières. Et on a une autre sous-famille, les microdontinés. Je ne suis pas obligé de retenir ça si vous voulez, mais eux, ils sont encore, c'est dans mes préférés, là, ils sont myrmécophages. Myrméco pour fourmis. Donc, ils vont manger, ils vont être des charognards sur les restants des fourmis à l'intérieur de la colonie. Ils vont carrément s'attaquer à certaines fourmis.
Et ils sécrètent justement des phéromones de fourmis puisqu'ils vivent à l'intérieur des colonies. Donc, ils vont sécréter tout un cocktail pour pas que les fourmis les attaquent, pour qu'ils pensent que c'est des grosses larves de fourmis. C'est vraiment intéressant. La plupart des adultes vont être des pollinisateurs, des très bons pollinisateurs, je vous dirais même les deuxièmes meilleurs pollinisateurs après les abeilles. Donc, important, entre autres, pour plein d'études sur la biodiversité et la pollinisation. Et puis, vous voyez, là, ils imitent les abeilles, les guêpes et ainsi de suite avec leurs poils, leur coloration. Donc, encore là, du mimétisme bathésien. Donc, imiter justement des insectes dont les prédateurs ont peur, entre autres avec leur coloration. Donc, justement, ils imitent cette coloration-là. L'évolution a fait en sorte qu'ils ont coévolué de cette manière-là. On a d'autres sortes ici. Donc, eux, des plus grosses espèces, Spilomia, Temnostoma, on les retrouve sur les spirées sont en fleurs dans pas si longtemps aussi. Donc ici, je vous montre Somula decora aussi, qui est une grosse espèce. Spilomia fusca, qui imite à merveille la guêpe à taches blanches, donc maculée, qui fait des nids. Donc, des fois, on voit des photos et fréquemment, elle est mal identifiée comme étant une guêpe. Donc, c'est pour vous dire que l'imitation, elle est vraiment bonne. Ensuite, je vais vous montrer justement deux espèces très communes, Toxomerus geminatus et Marginatus. On les trouve par milliers en milieu urbain, très communes. Les larves de plusieurs espèces de cirfinés ressemblent à ça. Donc, des petits globules comme ça. Ils ont une tête avec des petites mandibules bien acérées pour manger des pucerons. Et ici, vous avez 4 espèces qu'on retrouve au Québec, entre autres, de microdontidés. Sans plus tarder, je vous montre les fameuses larves de microdontidés. Regardez leur allure comparativement à la larve que je viens de vous montrer. Ils ont même les motifs. Regardez la petite frange du tapis ici, là. Donc, pour bien épouser la forme. Les mandibules, ils sont là. Donc, ça ne bouge pas vite, par exemple, ces larves-là. Et est-ce qu'on a l'arrière? Je ne sais pas si on montre l'arrière, par contre. Donc, si jamais vous ouvrez, vous soulevez une bûche là, ou une roche, vous voyez des fourmis partir dans tous les sens et vous voyez des espèces de globules comme ça avec un petit pignon, attrapez ça. Vous prenez une photo, documentez ça. On ne les voit pas souvent. Ici, pour la sous-famille des Cirfinés, une larve sanguinaire qui dévore des pucerons sans défense. Les pucerons sont souvent protégés par des fourmis. Je vais en parler quand on va être rendu dans les pucerons ou même dans les fourmis. Les fourmis vont les protéger des autres prédateurs comme ça. Regardez, elle vient prendre le puceron. Le puceron, il ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et puis, là, les mandibules rentrent à l'intérieur du puceron et il y a des enzymes qui vont y aller. Et là, il dévore ça le plus rapidement qu'il peut. Une larve peut manger plusieurs centaines de pucerons par jour lorsqu'il n'est pas dérangé. Donc voilà, en quelques secondes, elle vient de finir son repas. Et là, elle va aller voir un autre puceron. D'après moi, elle va aller voir lui ou lui. Et hop, oui, c'est intéressant. Ah, ben lui, il sauve. Oups, il ne sauvera pas assez loin, par contre. Et voilà. Donc, c'est assez vorace, un peu comme les coccinelles aussi. Prochaine vidéo. Ici, je vous montre une larve de l'autre sous-famille, les Eristalinés. C'est une parmi tant de larves, mais ils sont bien connus parce qu'on les appelle en anglais les rat tails. Ils sont très reconnaissables. Ce sont les larves d'une espèce qui est exotique, qu'on voit très souvent en milieu urbain, en ville. Ils vont souvent aller sur les fleurs de moutarde, les fleurs jaunes souvent. Et puis, ils ont une espèce, justement, ils ont un siphon pour respirer à l'arrière. C'est pour ça qu'on les appelle les espèces de larves ou les asticots à queue de rat. Ça va leur permettre de respirer.
Mais là, je pense qu'elle prend son souffle. Et puis, il y a toutes sortes d'autres méthodes aussi où elle peut justement faire une diffusion d'oxygène et respirer en milieu beaucoup plus aquatique, là. Normalement, il va y avoir d'autres substrats. Ils vont un petit peu moins souvent être en milieu aquatique libre, donc vraiment en suspension dans l'eau. Ils vont toujours chercher des motons d'algues et puis du substrat beaucoup plus nutritif que juste de l'eau simple. Donc, on la voit bouger comme ça. Voilà. Maintenant, les drosophilidés, vous les connaissez. Vous avez probablement commencé à en avoir dans votre compost, à la maison, sur vos fruits, dans ceux qu'on retrouve le plus souvent. Et puis, si vous êtes des observateurs ou curieux, vous allez voir deux espèces de drosophiles à la maison. Drosophila melanogaster, qui est probablement la plus commune, mais si vous en voyez une qui est plus grosse, c'est peut-être Drosophila idei. Donc, si vous avez un binoculaire ou un bon appareil, une bonne lentille macro, prenez une photo. Vous allez peut-être pouvoir différencier les deux. Il y a aussi Drosophila robusta, qui est bien commune aussi dans les maisons. Une qui attire le plus l'attention depuis la dernière décennie, je dirais, c'est probablement Drosophila suzuki, qui est reconnaissable, en tout cas les mâles sont reconnaissables par les taches sombres, donc sur le bout des ailes ici, et elle fait des très gros dommages aux cultures de petits fruits. On va voir une vidéo. Quelque chose d'intéressant que je voulais aborder, c'est qu'on doit un peu remercier, s'ils nous font la vie dure, les drosophiles, on doit les remercier parce qu'ils sont porteurs des premières levures qui ont fait en sorte qu'on a pu produire les premiers alcools et les premiers vinaigres. Donc ça, c'est il y a très, très, très longtemps. Donc, il faut leur remercier pour le bonheur qu'on a à boire une bonne bière, un bon verre de vin. Je suis sûr qu'il y en a qui boivent en ce moment. Donc, on doit remercier les mouches à fruits pour ça, en tout cas pour être porteuses de cette levure-là. Donc, lorsqu'on avait des cuves de jus, les mouches à fruits sont arrivées, ils avaient des levures sur leur corps. Les levures sauvages ont justement intégré les mixtures et les ont fait tourner, si on veut, ont permis une production d'alcool avec les sucres dans la mixture. Et puis, Drosophila melanogaster, elle est le sujet de milliers d'études sur la génétique, sur le développement du cerveau humain. Donc, on connaît tout le génome, on connaît très bien la drosophile melanogaster. Elle est utilisée, entre autres, pour toutes sortes de questions scientifiques sur le sommeil, le cerveau, le métabolisme, etc. Donc, c'est très intéressant. Donc, c'est une espèce qu'on doit remercier, même si ça nous cause problème parfois. D'ailleurs, si, petite aparté comme ça, si vous en avez à la maison, vous avez acheté des fruits, puis on se dit souvent, ah, tu sais, bon, c'est venu, je suis allé à la fruiterie, puis je pense que c'est à cause de lui, là. Il y avait il y avait des fruits trop mûrs, et puis ils ont émergé chez moi. Bien, la plupart du temps, ce n'est pas le cas. Quand on achète des fruits, si les fruits sont relativement beaux, s'il n'y a pas de partie vraiment moisie puis ça gigote à l'intérieur, vous les avez rentrés chez vous. Et puis là, qu'après, vous avez des mouches à fruits, c'est plus parce que vos mouches à fruits sont rentrées par vos fenêtres et par vos moustiquaires. C'est plus souvent ça qui arrive. Donc, vous ouvrez la porte patio parce qu'il fait chaud, vous vous dites que vous mettez votre porte moustiquaire pour éviter que des insectes, des moustiques rentrent. Bien, les mouches à fruits sont assez petites pour passer à travers le moustiquaire. Et là, ils vont venir jusqu'à vos plats à fruits et ils vont justement commencer à voler autour et pondre quelques œufs. Il faut vraiment laisser les fruits longtemps dans la cuisine pour qu'il y ait des larves qui se développent. Ou même le compost, il faut vraiment le laisser beaucoup trop longtemps pour que des larves se développent aussi dans le compost. Mais là, plus l'été avance, les composts à l'extérieur, surtout en ville, là, par contre, ça reste plus longtemps, il fait chaud. Donc là, les larves se développent, des adultes peuvent émerger et les adultes du voisin ou de l'autre voisin peuvent voler et entrer par chez vous. Par où? Par votre porte moustiquaire, justement. Donc ici, une petite vidéo sur Drosophila suzuki et j'aime bien cette vidéo-là, Deep Look encore, qui nous fait une belle comparaison entre Drosophila suzuki et Drosophila melanogaster. Donc, comme je l'avais expliqué tantôt, une espèce qu'on retrouve régulièrement maintenant, malheureusement, dans les cultures. Donc, elle va s'attaquer
aux petits fruits, aux framboises, aux fraises, aux bleuets et ainsi de suite. Donc ici, on a la comparaison justement avec la Melanogaster qui, elle, va plus aller sur des fruits qui sont vraiment trop mûrs. Et la Suzuki, elle a un appareil génital en dents de scie carrément qui lui permet de percer. Donc, avant, directement les fruits qui sont en champ. Donc, c'est ça le problème avec cette drosophile-là, comparativement à l'autre. On arrive déjà au moment, je vais l'avancer juste un petit peu. Regardez la différence. Ça, c'est l'appareil génital femelle de la Drosophila suzuki. Et ça, ils sont dans la belle comparaison ici à côté. Vous voyez la différence, là. Elle est notable. Donc, c'est ce qui fait la différence entre les deux, principalement. Et lorsqu'elle pond, la Suzuki, ce qui est intéressant, c'est qu'elle va pondre un œuf et lorsqu'elle va retirer son abdomen, il y a un petit fil qui va rester là. Et ça, c'est un fil qui va permettre à l'œuf de respirer en quelque sorte et à la jeune larve aussi de respirer. Vous voyez, ça l'a laissé un petit filament comme ça. Voilà. Et puis, on va avancer un petit peu. La larve se développe et lorsqu'elle est prête à nymphoser, encore une fois, elle va mettre son abdomen vers l'extérieur et elle va laisser dépasser justement des spiracles de respiration qui va permettre le passage de l'oxygène dans la pupe de la drosophile. Voilà. C'est ce que je voulais vous montrer. Les hypobossidés. C'est bizarre, ces mouches-là, mais ils ont un comportement et une biologie très intéressante. Les membres de cette famille-là, ils vont être des ectoparasites de plusieurs animaux, comme des oiseaux, des chauves-souris, des petits mammifères ou même de plus gros mammifères comme des moutons. En français, on les appelle des mouches barbins. Et je pense que c'est Michel Savard qui avait fait une liste, un petit article dans Entomofaune du Québec sur ces mouches-là. Donc, on a la liste qui avait été publiée pour le Québec. Mais ce qui est vraiment fascinant avec ces mouches-là, c'est que, contrairement aux autres familles, où les femelles vont pondre plusieurs œufs, des larves vont se développer, et bon, ainsi de suite, elle va entretenir qu'un seul œuf, qu'une seule larve à la fois. La larve va éclore à l'intérieur de l'abdomen de la mouche, de la mère, et dans l'intérieur du thorax, donc, et de l'abdomen, la mère, elle a une glande spéciale qu'on appelle la glande à lait. Et là, bon, c'est pas un mammifère, hein, donc il n'y a pas vraiment de lait. Mais il y a une production d'une substance nutritive, sucrée, qui va permettre, et protéinée, qui va permettre justement à la larve de se développer. La mouche barbain, elle a des mandibules qui prélèvent, entre autres, le sang, mais aussi des mandibules qui vont lui permettre d'aller chercher les huiles, qui viennent du pelage ou des poils, des plumes de l'autre, ou même des restants de toutes sortes de choses qui vont se trouver dans le pelage, et aussi un petit peu de sang. Et là, c'est à partir de ça que va se nourrir la larve à l'intérieur. Lorsque la larve s'est bien développée, la mère va l'éjecter. Donc, on appelle ça de la larviposition, donc une ponte de larve directement. On en a reparlé tantôt aussi, il y en a d'autres qui font ça. Et là, la larve, elle est prête tout de suite, elle va nymphoser, elle va faire sa pupaison à côté. Donc, souvent, on les voit, il y en a qui ont été observés dans les nids des faucons pèlerins qui nichent justement en ville, à Montréal, notamment à la Grande Tour de l'Université de Montréal. Et puis, on les voit voler un petit peu autour. Et puis, les larves ils vont aller nymphoser, puper, pas loin, sur le bord de l'édifice. Donc, à côté des nids, entre autres pour les oiseaux. Il y a toutes sortes d'espèces qui sont vraiment très intéressantes. Ici, je vois une vidéo d'une espèce qui est plus tropicale et qu'on trouve sur les tropiques, sur les chauves-souris, qui peuvent parfois même bloquer la vue lorsqu'elles se trouvent dans le visage des chauves-souris, comme ça. Et puis, tu vois là, elle n'a pas ses mandibules insérées. Elle bouge quand même assez vite, mais ses pattes sont faites très efficacement. Donc, elle a tout ce qu'il faut pour bouger, se mouvoir dans le pelage lisse et glissant de leur hôte, comme ça. On dirait quasiment une petite araignée, hein? Mais c'est une mouche. Et je vous montre, je vais vous montrer un. Oui, oui, je vais sortir. Arrêtez diaporama. Voilà.
Je vais vous montrer un entomologiste qui est enseignant, biologiste aussi à Harvard University, qui prend des photos vraiment fantastiques, entre autres de plein d'insectes et dont ces mouches-là. Donc, vous voyez ici, là, c'est le même genre que vous avez vu, là, et elle se retrouve sur l'aile. Donc, elle a vraiment des griffes très acérées qui vont lui permettre de rester en place même quand la chauve-souris abat des ailes. Donc, c'est assez impressionnant aussi. Donc, voilà pour les hypobiocidés. Allez voir Piotr Naskreki. Il y a des photos fantastiques. J'aimerais ça avoir la chance qu'il a de. Lui, il est en train de faire un inventaire et de faire de la recherche au Gorongosa Park au Mozambique. Donc, on peut faire ça des fois quand on est entomologiste. Et voilà pour ça. Les hypobocidés. On en a même une famille spéciale, les brolidés, qui se retrouvent, qui sont des parasites d'abeilles domestiques, mais on ne les retrouve vraiment pas souvent. Les mucidés, les califoridés et les sarcophagidés, je les ai mis tous ensemble parce que c'est un groupe large qu'on retrouve fréquemment, entre autres en milieu urbain, et sont plus difficiles à identifier, hein, ceux-là, surtout à l'espèce, là, au genre ça va, à la famille ça va aussi. Là. Les membres de cette famille-là vont être coprophages, ils vont manger des cadavres, ils vont être scatophages, ils font presque tout. Ils mangent des détritus aussi végétaux. Ils vont être beaucoup utilisés par les entomologistes médico-légaux ou même en médecine vétérinaire. Donc, l'étude de ces mouches-là, dont Stomoxys calcitrans ici, qui est la mouche piquante des étables. Donc, elle a ici des pièces buccales qui lui permettent justement de percer la peau. Donc, c'est une mouche qui cause beaucoup de problèmes dans les écuries, entre autres, et dans d'autres productions bovines et de ruminants. On a les mouches domestiques aussi qui peuvent causer beaucoup de problèmes, justement, dans les étables. Je me rappelle, à Frédérichsburg, on a essayé de faire une production d'insectes, de ténébrions puis de grillons, puis il y avait l'arrière où il y avait eu, il y a des années de cela, des chevaux. Il y avait de la terre par terre, partout, évidemment. Et puis, il y avait des populations de mouches domestiques absolument fulgurantes. On en avait, on ne pouvait jamais s'en débarrasser. Maintenant, il y a des outils de lutte biologique, des petites guêpes qui vont se mettre à pondre comme ça, mais ce n'est pas très largement utilisé, malheureusement, pour l'instant. Il y a même des espèces comme les Coenosia tigrina, une belle photo de Léogui de Repentigny, qui, eux, vont être carnivores, donc ils vont attraper des proies. C'est une petite mouche en plus, très petite. Elle va les capturer, elle va les dévorer comme ça. On a les sarcophagidés, très difficiles aussi parfois à identifier. Il faut les identifier en enlevant et en regardant au binoculaire les pièces génitales. Donc, ce n'est pas toujours facile. La plupart du temps, lorsque vous envoyez des grosses mouches, très grosses, là, parfois ça fait presque 1 centimètre, et qui sont rayées comme ça, de la tête jusqu'au bout de l'abdomen, avec un bout orange, vous avez peut-être vu ça. Vous avez des bonnes chances que ce soit Sarcophaga africa ou Sarcophaga nearctica. Ici, il y a plusieurs groupes sous-familles dans cette famille-là. On a ensuite les califoridés, qui sont les mouches vertes et les mouches bleues. Et c'est probablement les premières mouches qui viennent lorsqu'il y a un cadavre. Donc, il y a quelqu'un qui meurt ou qu'il y a un animal qui meurt, c'est les premières à arriver. Ils vont détecter des molécules dans l'air à des kilomètres à la ronde parfois. Et le développement larvaire est très rapide, quelques jours seulement. Et ça permet la présence des espèces du stade larvaire des espèces, de ces espèces-là de califoridés donne un indice aux entomologistes médico-légaux, à savoir le moment de la mort ou même carrément l'état dans lequel la personne est morte. Est-ce que la mort, elle a été noyée, la personne? Est-ce qu'elle a été congelée? Un petit peu lugubre, là. Est-ce qu'elle a été congelée? Ça peut retarder le développement aussi des insectes. Donc, toutes ces connaissances-là, vous avez probablement eu une idée initiée un peu à l'entomologie médico-légale sans le savoir lorsque vous avez commencé à regarder les CSI avec Gil Grissom qui étudiait les insectes.
et, entre autres, si entomologiste médico-légal, sa famille favorite, c'est les califioridés. Une espèce qu'on voit souvent dans les habitations, c'est Pollenia rudis. Elle va émerger comme ça au printemps. Il y a eu beaucoup d'appels de compagnies de gestion parasitaire là, pour ça. Et on l'appelle la pollinie du lombric. Elle pollinise. Elle a du poil, donc on la voit souvent au printemps dans les premières fleurs qui émergent. Et elle va être parasite des vers de terre. Donc, une particularité qui n'est pas partagée par les autres membres ici des califioridés. Un des vidéos qu'on nous faisait jouer quand on faisait nos cours d'entomologie, justement, c'est des expérimentations qui se font, entre autres, encore à l'Université de Trois-Rivières et dans plusieurs autres universités. Je pense que les champions sont les Australiens à ce niveau-là. On a eu toute une conférence l'année passée sur l'entomologie médico-légale. Donc, ils font toutes sortes de tests pour améliorer la détection et améliorer justement essayer de voir à quel moment la succession des insectes, le moment de la mort, est-ce qu'il y a d'autres facteurs qui peuvent influencer, entre autres, la succession des espèces, exemple comme une abondance beaucoup trop importante d'un insecte, d'un autre insecte prédateur. D'ailleurs, ça a été le cas dans les maritimes. La décomposition des corps n'est pas pareille comme dans d'autres régions de l'Est du Canada. Donc, il faut faire ces tests-là. Donc, vous voyez, on voit le temps qui passe et le cochon. Donc, bon, c'est un peu lugubre, mais on est dans les mouches, donc il faut en parler. Donc, vous n'êtes pas obligé de regarder si vous ne voulez pas. Normalement, le début, lorsqu'il y a un corps mort, les mouches vont pondre dans les orifices. Donc, que ce soit au niveau de la bouche, les yeux, les oreilles, l'arrière du corps. Donc, et c'est par là qu'ils vont s'immiscer. Et après ça, ils vont rentrer à l'intérieur, le corps va gonfler et tranquillement, sous le poids, sous la pression du gaz, le corps peut même éclater, se fendre, et là, il va y avoir d'autres insectes qui vont venir, qui vont accélérer la décomposition. Et à la fin, avec simplement des mouches et quelques insectes, ben, on ne retrouve qu'une carcasse, justement. On va finir probablement tous comme ça un jour. Peut-être pas filmé, par contre. Les estridés. Une famille aussi peut-être un peu lugubre à discuter. Ils sont intéressants et je les aime beaucoup parce qu'ils ont une biologie, des comportements vraiment spectaculaires. Cuterebra et Masculator, ça le dit dans le nom. Hein? Donc, lui, on le retrouve principalement chez l'écureuil, entre autres, qu'on retrouve en ville. J'ai vu des photos passer d'écureuils qui avaient, des mâles qui avaient l'appareil génital enflé à cause qu'il y avait une larve, justement, de Cuterebra et Masculator. Donc, les larves de cette sous-famille-là, des ostridés, vont justement se développer dans l'épiderme et l'endoderme des animaux. Ils vont justement sécréter des enzymes. Ils ont même des poils très durs faits en épines pour éviter d'être retirés. Ils vont manger la chair vivante. Okay? Et ils vont toujours se laisser une entrée de sortie, donc pour respirer, pour que l'air circule. Et puis, c'est souvent comme ça, donc en mettant soit de la vaseline ou en asphyxiant cette région-là, qu'on va permettre à la larve de sortir un petit peu plus et c'est là qu'on peut l'extraire. Donc, si vous avez déjà été sous les tropiques, donc Costa Rica, Mexique, etc., vous avez peut-être déjà eu une petite expérience avec les botflies ou même si vous avez approché peut-être trop longtemps des élevages bovins, vous en avez peut-être eu déjà. Et j'en ai jamais eu pour ma part, je fais attention, mais c'est difficile parce que ces mouches-là, ils sont très grosses. Ils se feraient beaucoup trop facilement détecter par justement l'humain ou d'autres animaux comme les bovins qui ont une queue comme ça. Les queues, les oreilles, ils ont des réflexes innés qui empêchent les mouches de se déposer trop longtemps sur le pelage. Donc, ce qu'ils font, vous allez voir une vidéo de ça, c'est que les femelles botfly, ils capturent des plus petites mouches ou des plus petits moustiques. Ils vont pondre des œufs sur cette plus petite mouche-là. Et lorsque cette mouche-là, beaucoup plus légère aussi, va se déposer sur le pelage, la peau, on les sent moins. Mais là, les larves de l'ostridé vont émerger, de la botfly. Ils vont émerger seulement par la chaleur qui est dégagée par l'animal. Et là, ils vont commencer à faire des
tranquillement un petit tunnel. Ils vont commencer à percer la peau et c'est là que justement l'entrée se fait. Maintenant, au Québec, on retrouve beaucoup plus ce genre-là, Gasterophilus nasalis, intestinalis, hémorrhoidalis, aussi les hypodermas comme ça. Ils imitent aussi un peu les abeilles ou des bourdons. Eux, les gastérophilus vont surtout aller pondre directement sur les pattes des ruminants, des orignaux, des chevreuils. Et lorsqu'il fait chaud, qu'est-ce qu'ils ont comme réflexe, les ruminants? Bien, ils se lèchent les pattes. Aha. Et donc, là commence l'entrée, justement, de cette larve-là. Donc, tout dépendant de l'espèce, il y a les larves peuvent se diriger jusque dans la fosse nasale et commencer à se nourrir des cellules épithéliales. Donc, toute la partie molle et sensible des fosses nasales, mais aussi de toutes les sécrétions qui sont faites dans les fosses nasales. Et puis, vous le savez, le museau est très long. Hein, les fosses nasales des ruminants sont très larges. Donc, il y a de la place. Il peut y avoir des dizaines de larves dans justement les fosses nasales. Et quel est le mode de dispersion lorsque les larves arrivent à développement? Un hatchum, donc un éternuement. L'orignal, il éternue et il va rejeter comme ça les larves prêtes à leur pupaison. Ils vont les rejeter vers l'extérieur au sol et là, ils vont puper, ils vont aller dans le sol et ils vont se transformer en adultes plus tard. Et là, bon, il y a d'autres espèces comme intestinalis qui, elle, va plus va pas s'arrêter à la tête, elle va aller plus loin dans l'estomac. Donc, elle va encore là manger le contenu qui est consommé par l'orignal ou le chevreuil ou autres ruminants, comme le wapiti, entre autres. Et eux, ils ne vont pas sortir par le nez, ils vont sortir par l'autre côté. OK? Donc, par l'anus, ils vont sortir par là et c'est justement avec les défécations qu'il va y avoir une dispersion de ces insectes-là. On les retrouve beaucoup plus dans le nord, OK? Entre autres au Québec. Et puis, inquiétez-vous pas, il faut vraiment être malchanceux là, pour avoir des gastérophilus. Il n'y a pas beaucoup de cas de ça. Je vous montre une vidéo ici de la botfly. Et là, il y a notre cher ami Piotr, je pense qu'on voit un petit peu plus tard. Si on ne le voit pas, c'est dans une autre vidéo. Il s'est fait connaître, entre autres, parce qu'il a été chercher une botfly, il l'a mis sur sa peau et il a été un peu un père pour cette larve-là. Il l'a fait grandir et ça, c'est justement une vidéo sur son bras. Excusez pour ceux qui ont l'âme sensible. Donc voilà, la grosse mouche qui est beaucoup trop grosse pour atterrir sur un mammifère sans se faire détecter. Donc, ce qu'elle va faire, cette grosse botfly-là, comme je disais, elle va aller chercher une plus petite mouche ou carrément juste un plus petit moustique. Ça, c'est l'enfant, la larve qu'elle va générer. Donc, elle vole. On a une belle simulation ici. Et hop, elle capture un moustique. Et lorsque le moustique va aller sur la bête, les larves vont se développer. Elles vont commencer à creuser et hop, à l'intérieur. Et ils vont continuer comme ça. Il y a seulement le trou de sortie. Donc, vous voyez, ils ont des espèces d'épines qui empêchent la sortie avec une pince. Donc, il faut la laisser sortir par elle-même ou être beaucoup plus patient. Donc, lorsque la larve elle est prête, elle va sortir, elle va tomber par terre et elle va aller nymphoser. Voilà. Maintenant, la dernière famille que je vais vous aborder ce soir, c'est les tachinidés. Les tachinidés sont des mouches parasites qui vont, le nom le dit, la plupart des espèces de ces mouches-là vont aller parasiter des chenilles. Donc, c'est des gros attaquants des lépidoptères au stade larvaire. Donc, ils vont être soit ectoparasites ou endoparasites. Pour la plupart, ils vont être endoparasites. C'est une famille qui est très diversifiée, très intéressante. Il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup de travaux à faire, surtout au niveau taxonomique. Les noms changent énormément. Il n'y a pas beaucoup de spécialistes, malheureusement, de ces mouches-là. On les reconnaît entre autres par la présence de poils beaucoup plus épais. Donc, au niveau de l'abdomen, vers les derniers segments ici.
Parfois même, si on n'est pas capable de voir les gros poils au bout de l'abdomen, ben, on peut regarder, des fois, ils ont une grosse face. Ils ont une grosse face plus pâle. Donc, évidemment, il y a des critères beaucoup plus précis que je n'aborderai pas ce soir avec vous, mais vite, c'est une manière de pouvoir les différencier de d'autres familles comme les Sarcophagidés ou les Califoridés. Ils ont aussi des longues pattes pour la plupart. Donc, on le voit ici. Il y a plusieurs individus, espèces qui ont des longues pattes qui sont très communes. Et regardez un exemple justement où il y a une femelle qui cherche justement à attaquer une chenille. Une chenille de quoi? De Notodontidés. Les notodontes, on les a vus tantôt, en fait, dans les premières familles qu'on a abordées ce soir. Ces chenilles-là sont souvent grégaires. Donc, un peu comme une contrepartie d'être grégaire, c'est qu'on se fait spotter, localiser par des parasitoïdes, des parasites plus facilement, malheureusement, parce qu'on dégage des molécules qui peuvent être détectées très loin. Donc, la femelle, comme ça, elle va allonger son abdomen et là, elle va toucher, elle essaye, la chenille, c'est quasiment si elle sait qu'elle est là. Là, elle n'est pas arrivée encore. Elle essaie de ne pas faire trop réagir la chenille parce que regardez, la chenille, elle a arrêté de manger, elle est en train de manger. Là, la mouche, elle essaie de ne pas trop la déranger. La chenille est rendue à son dernier stade larvaire. Là. Donc, regardez. Donc, ça, c'est vraiment un comportement typique des larves. On va le revoir ici parce que ça se passe vite quand même. Elles vont venir attaquer comme ça. Hop, un petit coup. Elle s'est rétractée. Elle va attendre et elle va recommencer après. Donc, voilà pour ça. Donc, je suis légèrement d'avance ce soir. On aurait pu aussi aborder la famille et je vais le faire, je vais le faire avec vous. Là. Ce qu'on va faire, c'est que on va aller voir une autre famille qu'on appelle les Téphritidés. Quelques minutes, puis vers E20, je vais prendre des questions avec vous. Arrêtez le diaporama, comme ça. Et je vais vous montrer, entre autres, l'espèce qu'on retrouve très souvent de Téphritidés. Ici. Oups, c'est bizarre, mon... Voilà. Donc, vous êtes supposé de voir en ce moment. C'est une espèce qui va parasiter, qui va faire des galles. Donc, d'ailleurs, il y a beaucoup d'individus, de membres de cette famille-là qui vont attaquer plusieurs cultures. Puis celle qu'on retrouve souvent, qu'on voit quand on se promène à l'extérieur, c'est celle qui va attaquer la verge d'or. Téphritidés, comme ça. Donc, je vous invite à aller voir des vidéos, vous renseigner sur cette gale-là. On va cliquer sur le premier ici. C'est ça qui fait ça ici, à l'extérieur. Ça fait une tige qui est enflée comme ça. Et puis, c'est vraiment intéressant. Donc, la mouche, elle va piquer. Donc, c'est cette mouche-là. Elle va piquer la verge d'or. Et les enzymes sécrétées à la fois lors de la ponte et, pas la chenille, mais la larve de la mouche va sécréter des enzymes qui vont faire gonfler carrément le tissu de la plante. Le gonflement des tissus de la plante vont offrir une protection. C'est fascinant parce que ça va aussi faire en sorte que le tissu de la plante va être spongieux, il va y avoir des nutriments qui vont être apportés à cette gale-là et la larve va pouvoir se nourrir presque sans prédateur parce que là, vous le voyez, vous l'ont montré, il y a parfois des pics-bois qui peuvent aller chercher les larves à l'intérieur. Donc, vous pouvez le faire à la maison, comme le monsieur va faire ici. Vous pouvez prendre une gale que vous retrouvez à l'extérieur, soit à l'hiver, donc à l'automne aussi, ou carrément pendant l'été. En ce moment, vous devriez voir des tiges de verge d'or qui commencent à être enflées. Vous allez retrouver la larve à l'intérieur, mais une petite larve. Donc, vous voyez, vous la coupez en deux. Attention, c'est très dur. Des fois, je le fais avec mes dents, là, mais avec mes molaires. Ça se fait, mais des fois, ils sont vraiment très durs. Vous pouvez le faire avec un couteau, ça peut être beaucoup plus simple aussi. Donc, voilà pour ça. Il y a aussi plusieurs téphritidés qui vont attaquer les tournesols. Donc, en ce moment, on les voit de plus en plus aller. C'est des petites mouches jaunes qui vont attaquer les tournesols. Ici, je vais vous montrer cette vidéo-là aussi parce que lorsque voyons, la mouche,
elle n'a presque aucun outil pour sortir de sa gale, OK, qui est très dure. Donc, la larve, elle prépare, donc elle prévoit d'avance. C'est quand même intéressant. Donc, elle prévoit le chemin, elle se fait un tunnel juste à l'extérieur. Donc, avant, elle est au centre, comme on a vu dans la vidéo précédente, mais elle va se faire un tunnel de sortie. Elle le prépare. Et puis, elle revient au centre. Et puis, les pics-bois puis d'autres insectes sont capables de voir il est où l'endroit exact où c'est plus fin, où c'est plus faible. Là, ils vont aller chercher la larve par là. Mais lorsque la mouche est prête à émerger, justement, elle va prendre ce tunnel-là et elle aura juste à pousser le petit capot et elle va pouvoir sortir. Et comme je mentionnais au début de la séance ce soir, les mouches, lorsqu'ils sortent, lorsqu'ils émergent, ils vont entre autres utiliser leur face. Elles vont injecter des fluides qui vont les aider à pousser le capot de la pupe ou, dans ce cas-ci, de la gale. Donc, vous voyez, ça se replace, ça se regonfle. Et là, le tégument, hein, donc l'exosquelette, il est encore mou. Et c'est parfait pour émerger d'une gale. Donc, on a juste la tête là, qui sort. Et puis la mouche, ça peut prendre des fois 1 heure ou 2 heures pour l'avoir déjà fait. Là. Ça prend un bon moment. Évidemment, c'est tout le temps qu'on va chercher un verre d'eau que là, la mouche, elle sort. Il faut être patient. Puis rester là le plus souvent. Donc voilà pour ça. Donc, je vous ai abordé un petit peu la famille des téphritidés. La plupart, ils ont des ailes qui sont zébrées. Donc, je vais vous montrer aussi un autre exemple. Ici, on va taper téphritidés. Voilà. Je vais vous montrer quelques exemples. On les appelle les fruit flies, mais c'est mélangeant avec les drosophiles. Donc, moi, je préfère les appeler juste les téphritidés. Donc, voilà. Ils ont des ailes zébrées comme ça. Il y a même certaines espèces les patrons de couleur des ailes vont imiter d'autres insectes, parfois même des petites araignées. Donc, ils vont les bouger et ça va perturber, ça va faire éloigner les prédateurs parfois. Il y a des espèces qui sont très communes, il y a des espèces qui sont même des pestes considérées comme vraiment des fléaux dans plusieurs cultures. La plupart des cultures ont des téphritidés qui vont les attaquer. La mangue, la pêche, etc. Celle de la pêche, c'est bien connu. Celle de la pomme aussi, c'est bien connu. Donc, ils vont miner les fruits comme ça. Donc, mais elles sont jolies. Ils sont vraiment jolis, ces mouches-là. On a aussi, et là, en regardant les téphritidés, il ne faut pas les mélanger avec les siomysidés. OK? Les siomysidés sont une petite famille de mouches qui ressemblent un peu aux téphritidés, mais qui n'ont pas les mêmes patrons de couleurs. Et puis, leur comportement est très intéressant. Eux, ils vont, entre autres, plusieurs genres, plusieurs espèces vont attaquer des mollusques. Donc, ils vont aller parasiter des limaces ou des escargots. Euh, ma session expire. D'accord. Donc, je devrais être correct. Euh, donc, voilà, ils vont aller pondre et les larves vont carrément de l'intérieur manger, dévorer l'escargot ou la limace. Donc, ils ont des comportements très intéressants là aussi. Celle qu'on voit le plus souvent, elle ressemble à ça, c'est du genre Zépédon ou Limia ici. Oui, celle-là aussi, on la voit souvent. Elle a quasiment du gris mauve ici sur le thorax et des ailes qui sont marbrées comme ça de noir. Donc, deux familles qui se ressemblent beaucoup.